Il ne vous a certainement pas échappé la situation qui a frappé l'Espagne, le Portugal et une partie du sud-ouest de la France. Mais cette situation a pu déjà exister par le passé sur des zones importantes, mais aussi plus restreintes pour des causes d'intempéries notamment. Alors, si vous prenez le temps d'en parler, je vais vous exposer les conséquences de cette situation, dont certaines vous sont connues, peut-être suite à leur communication dans divers médias, de leurs causes évoquées, mais aussi les autres plus ou moins probables qui ont été évoquées également, et plus particulièrement une que j'ai tendance à privilégier, mais qui n'est pas celle qui a été mise en avant, alors que c'est celle qui peut intervenir de façon régulière et plus fréquemment à l'avenir, et donc en finalité vous exposer des solutions poste par poste dans votre quotidien pour faire face à ce genre de situation. Les conséquences donc de cette coupure ont été très importantes, plus de réseau mobile, d'internet, de circulation normale à cause d'une panne des feux de signalisation. On a même demandé aux gens de rester chez eux le plus possible, mais aussi un défaut de circulation des métros, des bus électriques, des tramways, des trains qui sont restés à quai quand des passagers ne sont pas bloqués sur les voies, des avions cloués au sol, donc des vols annulés. C'est aussi des coupures d'eau couplées à des magasins dévalisés en un rien de temps pour les stocks de bouteilles d'eau, l'impossibilité de charger son téléphone, d'utiliser des moyens de cuisson, de conservation, tels que les réfrigérateurs et congélateurs entre autres. De façon plus grave, des personnes dépendantes de matériel électrique tels que des respirateurs et autres systèmes permettant d'être maintenus en vie ou de pouvoir se déplacer tels que des lampes malades, verticalisateurs, fauteuils roulants électriques s'ils ne sont pas chargés. Des hôpitaux en difficulté pour fonctionner et maintenir les personnes les plus dépendantes de moyens artificiels de maintien en vie. Des magasins comme les professionnels, les particuliers qui risquent de devoir perdre donc de gros volumes de nourriture. Une panne de tout ce qui est rattaché à un serveur pour fonctionner, y compris naturellement la possibilité de contacter les services de secours et de maintien de l'ordre, laissant une population livrée elle-même et potentiellement aux instincts les plus bienveillants, faut-il l'espérer, comme aux plus malveillants. Malheureusement, il y en a toujours. La version amenée est une défaillance technique de l'interconnexion avec la France, de variations importantes de température ou celle d'une cyberattaque, du moins de façon privilégiée et dans cet ordre. En tous les cas, une cellule de crise a été mise en œuvre afin de gérer la situation, afin de remettre en route le système et d'expliquer un petit peu à la population comment agir ou en tout cas se maintenir dans cette situation le temps que les choses puissent être mises dans le bon ordre. Concernant donc la défaillance technique, elle amènerait l'hypothèse que du fait de l'interconnexion européenne du réseau électrique, permettant à un pays n'ayant pas assez de production d'en importer d'un autre pays, que la France aurait peut-être envoyé sur le réseau plus d'électricité que nécessaire, amenant donc un voltage supérieur et donc une différence de fréquence entre les deux systèmes électriques en conflit et mettant en surchauffe le système électrique. Pour expliquer succinctement, au lieu d'avoir du 220 volts sur prise, c'est un peu comme si vous aviez, mettons, du 260 volts. Et si vos prises, appareils électriques peuvent supporter des variations, disons, de 10%, au-delà d'un certain seuil, vos appareils grillent ou votre disjoncteur fait son travail et saute afin de protéger vos appareils. Sauf que là, c'est à une échelle d'un pays que ça s'est passé. S'agissant de variations importantes de température, ce n'est pas quelque chose de forcément exceptionnel et ça n'a jamais provoqué une telle situation. Cette cause est donc une possibilité que je vois comme faible. L'hypothèse d'un piratage est régulièrement évoquée, mais est censée être gérée, testée de façon régulière pour ne pas arriver, ce qui n'empêche pas sa probabilité. Reste à savoir quel est le pays qui sera accusé. On imagine un petit peu la chose, même s'il apparaît que cette hypothèse a été désormais écartée. On pourrait presque prendre un pari de la mise en cause par l'Union européenne, donc de la Russie, dans le conflit ukrainien, dont plusieurs pays ont exhorté, pour la parenthèse, de façon officielle le président américain Donald Trump de cesser d'agir en substance pour la paix. Comment est-il possible de s'engager autant dans une volonté de maintenir la guerre? On pourrait tout autant théoriser que l'Union européenne, mécontente du refus de l'Espagne et du Portugal d'accepter la loi de programmation énergétique que l'on veut lui imposer, dont ces pays sont sortis partiellement ces derniers temps, là où la France, qui bénéficie pourtant d'une bonne autonomie, passé la période d'entretien, ayant obligé à baisser pendant 2 ans nos capacités de production nucléaire, devrait pouvoir refuser la fixation de tarifs tels que l'impose la Commission européenne, tout comme le volume de production éolien,
avec des peines d'amende, comme je l'ai exprimé dans d'autres vidéos, qui nous sont imposées, qui n'existent que grâce aux subventions, et aussi de l'existence de parasites qui font commerce de notre électricité, produite par notre producteur historique, dont d'ailleurs l'AREN a été mise en œuvre, alors que ces revendeurs de contrats ne produisent rien d'autre que justement des factures. Ils ne produisent aucune électricité, ou alors très peu. Dès lors, est-ce que la France aurait pu surcharger volontairement le réseau électrique de la péninsule ibérique? Je pense que cette option n'est pas à écarter et il appartient à l'Espagne comme au Portugal d'envisager des moyens techniques de se protéger de cette possibilité. Une théorie qui n'a pas été évoquée par les médias, en tout cas que je n'ai pas entendue, et que je retiens comme la plus probable, est la surcharge du réseau électrique sur la base même de la théorie précédente d'un voltage fréquence trop élevé et le volume de production solaire. Si en période hivernale, cette production électrique peut être facilement consommée, dès lors que, par exemple, comme c'est un des points de consommation le plus important du foyer, le chauffage n'est plus utile, il faut faire quelque chose pour éviter la surchauffe liée à cette surproduction. Et il est envisageable que ça n'a pas été possible, entraînant la chute du réseau. Je doute que cette théorie soit exprimée par les médias ou pouvoir public, car elle irait à l'encontre de la volonté de développer la mise en place toujours plus importante d'énergies renouvelables et pourtant intermittentes et non programmables, d'autant sans solution de stockage en parallèle et fragilisant nos centrales nucléaires. Ces énergies non pilotables, comme le solaire et l'éolien, et dont il est imposé la priorité d'utilisation, a fait un effet d'entonnoir et de surpression en cascade, très rapide, menant à la chute du système que l'on a pu observer et qui peut se produire également en France avec la course renouvelable sans solution de stockage pour éviter cet effet de seuil. C'est là où il est important, dans un contexte d'autonomie électrique, de dimensionner correctement son installation afin d'éviter cette surchauffe, que ce soit sur son propre logement, si l'on n'est pas relié au réseau, ou au niveau de son secteur de réseau électrique lorsque son surplus d'électricité va sur le réseau public. Situation dont la probabilité augmente avec un nombre croissant de systèmes photovoltaïques installés sur un secteur géographique donné, entraînant l'obligation, pour la sécurité de son propre système électrique, d'avoir un disjoncteur ou un régulateur intelligent pour gérer le flux d'énergie entrant. Pour la parenthèse, avoir un système solaire qui n'est pas raccordé permet de bénéficier d'être toujours alimenté électriquement, même en cas de coupure sur son secteur. Une théorie entendue est celle de la panne provoquée, c'est en quelque sorte ce que j'ai exprimé au-dessus, mais c'est aussi présenté comme étant un test effectué afin de connaître les réactions ou de pouvoir ultérieurement utiliser les peurs générées pour imposer certains choix à la population. Je ne saurais émettre d'avis particulier sur l'objectif, toutefois, je pourrais faire un rapprochement d'une telle situation avec le pouvoir que permettent les compteurs communicants, et donc ce qu'on appelle les compteurs Linky, qui permettent effectivement de limiter la puissance utilisable dans un domicile à distance, sans déplacement, et sans prévenir, là où les personnes visées, et encore moins sans qu'ils le puissent s'en apercevoir ou agir en telle situation. Encore une autre théorie serait celle d'une impulsion électromagnétique liée à une attaque hostile, chose que j'aurais tendance à écarter, car si un tel moyen avait été mis en œuvre, avant une chute du réseau, j'imagine que de très nombreux appareils électriques et électroniques auraient grillé bien avant, tout comme le cas de la théorie d'un surcroît d'activité solaire. Après ce tour assez complet, dans tous les cas, si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Nous allons voir quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en œuvre sur les différents points de la vie quotidienne. En premier, l'éclairage. Vous avez naturellement les bougies, les lampes rechargeables avec des petits panneaux solaires, surprise allume-cigare de la voiture, des batteries de toute taille ou gardées rechargées. Et c'est quelque part le poste le plus simple à pallier, celui de l'éclairage. Ensuite, il y a le poste de la cuisson. Vous pouvez avoir un gaz bouteille en grand format sur cuisinière ou simple plaque, des bouteilles en format camping, trouvables dans les magasins de type Action, Decathlon, autres enseignes de sport et de matériel de randonnée. Et puis aussi de pouvoir faire un petit feu de bois, barbecue au charbon, au bois, sur votre terrain ou sur votre terrasse, selon vos possibilités. S'alimenter. Donc au-delà de la cuisson, va se poser aussi la question de ce que l'on a pour s'alimenter. Avoir un souci est alors important, mais comment payer s'il n'y a plus de courant?
il est possible que les portes automatiques de la majorité des magasins ne fonctionnent plus, et quand bien même que les caisses ne fonctionnent plus, plus de scan des produits pour en connaître le prix, faire le total. Mais n'allons pas si loin, imaginons que cela fonctionne, mais que par contre, sans Internet, le paiement par carte bleue n'est pas possible. Alors c'est là tout l'intérêt d'avoir toujours des espèces sur soi, pas seulement des billets, mais aussi un stock de petites monnaies, et puis naturellement d'avoir un stock alimentaire chez soi pour pouvoir avoir une tranquillité, ce qui est relativement simple à mettre en œuvre et pas aussi coûteux que l'on le croit, avec des produits de longue conservation, boîtes de conserve, pâtes, riz, des sauces en bocaux, etc. Il y a tellement de solutions qui existent que vous trouverez certainement de quoi faire quelques achats victuailles pour pallier à ce genre de situation désormais. Se chauffer. Alors en ce moment, pas de souci, nous sommes à presque au mois de mai, mais en hiver, il faut y penser. Ne pas être en tout électrique. On peut avoir une cheminée à entretenir naturellement le conduit, un poêle qui n'a pas besoin d'électricité, mais en capacité de pallier aux besoins par une batterie, parce que beaucoup aujourd'hui de poêles à peler ne fonctionnent pas sans électricité. Une cuisinière à bois, comme il y a à peu près un siècle, et que l'on trouve encore dans un certain nombre de logements. Chose à réfléchir à l'occasion d'une rénovation d'une maison, par exemple, et surtout et principalement, avoir une maison bien isolée, l'énergie la moins chère étant celle que l'on n'a pas besoin de consommer. Se laver. Il est possible d'avoir une coupure d'eau si le réseau fonctionne avec des pompes, donc un système à gravité. Donc avoir une réserve d'eau, vous pouvez avoir des QIBC, voilà, de 1000 litres. Et si vous n'avez pas la place, rien n'empêche d'avoir des bidons de 20-25 litres que vous aurez remplis par avance. Et puis, naturellement, pour éviter que l'eau ne soit plus consommable, de l'utiliser régulièrement et de recompléter aussitôt. Mais aussi d'avoir un système de filtration permettant de potabiliser en cas de situation dégradée, mais en consommant avec modération, vous avez aussi la possibilité d'avoir une cave bien fournie. À défaut d'eau et sans avoir l'ivresse, pouvoir rester hydraté naturellement. Et concernant l'hygiène, savoir se laver avec peu d'eau, avec un gant de toilette humide, ou pourquoi pas avec des lingettes bébés qui sont très accessibles financièrement. Ça peut être une solution alternative. Communiquer et s'informer. Il peut y avoir des pannes de réseau téléphonique, comme ça a été le cas, et peut-être avoir un petit talkie-walkie, dont il existe des modèles pour une vingtaine d'euros, trentaine d'euros, permet d'échanger avec des personnes proches sans sortir de chez soi. Bien entendu, il faudra préparer un petit peu cela en avance au niveau du choix des fréquences pour échanger et de la mise en œuvre. Et ces appareils permettent aussi d'ailleurs d'écouter la radio pour savoir comment évolue la situation. De même que la DSL fonctionne tant que les box internet sont alimentées électriquement. C'est une situation que j'ai mise en œuvre suite à une tempête que j'ai eue à un endroit où j'habitais. Permet de regarder la télé ou de suivre les informations sur une tablette ou son téléphone, même lorsque le réseau est tombé. Je ne suis pas certain que le réseau fibre permette cela, mais en tout cas, avec une box ADSL, du moment où elle est alimentée, même en cas de coupure de courant, effectivement, les choses fonctionnent. Et puis d'avoir naturellement, donc sinon, une petite radio à pile ou rechargeable sur panneau solaire, batterie ou dynamo, à défaut d'avoir un petit talkie-walkie. Vous avez d'ailleurs peut-être aussi sur votre téléphone une petite application radio FM qui, en branchant généralement, sauf quelques exceptions, votre casque sur la prise, permet de faire office d'antenne et de permettre d'utiliser cette application FM. Se déplacer. Bien sûr, dans une situation de coupure, on se dit que ceux possédant une voiture électrique vont être les plus impactés. C'est en partie vrai parce qu'à défaut de pouvoir recharger, les choses vont vite s'arrêter. En tous les cas, les options de prévoyance sont plus faibles ou plus coûteux à mettre en place pour que ces véhicules électriques fonctionnent par rapport aux véhicules thermiques. Mais il ne faut pas écarter que les stations-service peuvent aussi ne plus pouvoir distribuer de carburant parce que de plus en plus de stations sont automatisées. Et donc, mise en cause du système de paiement par carte bleue, mais aussi des pompes qui ne peuvent pas fonctionner. Alors, il existe effectivement certaines pompes, je ne sais pas s'il existe encore d'ailleurs ces pompes-là, qui peuvent permettre à un soutier de pouvoir, en ouvrant le capot, utiliser une pompe manuelle pour faire remonter le carburant. Et je pense que cette situation ne sera réservée qu'aux services de secours d'urgence
et d'extrême nécessité. Sinon, écoutez, de faire un stock de carburant d'avance pour éviter le fameux coup de la panne. C'est assez simple en faisant tourner votre stock régulièrement puisque le carburant va se dégrader avec le temps. Et puis, il vous reste sinon vos pieds et peut-être un vélo pour pouvoir vous déplacer. S'occuper, parce qu'effectivement, imaginons que vous n'avez pas d'appareil électrique vous permettant de regarder la télé, que d'ailleurs peut-être la télévision ne peut plus fonctionner à cause des pannes de box ADSL ou simplement parce que les antennes ne sont plus alimentées et ne fonctionnent plus, même si effectivement il existe quand même des situations de mise sous batterie des antennes, que ce soit le réseau mobile, que les antennes de transmission de radio et de télévision. Peut-être qu'à un moment, effectivement, vous n'aurez plus accès à ces moyens de communication ou de distraction. Donc vous pouvez avoir, par exemple, chez vous, un tourne-disque qui fonctionne à l'électricité, ou peut-être un gramophone comme celui que j'ai, qui, avec quelques coups de manivelle, vous pouvez écouter vos bons vieux 78 tours. Vous avez peut-être, pour vous occuper, des livres intéressants, éducatifs, distrayants, des romans, des jeux de société. Cela va permettre de ne pas s'ennuyer si l'on peut ne pas avoir la possibilité de se promener en extérieur ou s'occuper d'autre façon. La sécurité, c'est un point qui n'est pas négligé car il existe une partie de la population qui est prête à se saisir de la moindre opportunité pour commettre des atteintes aux biens et aux personnes en cas de panne de courant. On l'a vu sur d'autres sujets où il y a eu des troubles assez importants. Alors la majorité des systèmes d'alarme peut-être ne fonctionneront pas parce que à défaut d'alimentation autonome, ça posera difficulté. Ou alors tout simplement parce que le réseau mobile et internet ne fonctionnera pas. Les alertes qui seront lancées par votre système d'alarme ne pourront être interceptées par les centrales de surveillance qui peut-être elles-mêmes auront des difficultés également et qui nous pourront à leur tour prévenir les forces de l'ordre pour intervenir si elles ne sont pas déjà très occupées par le niveau de trouble lié à la coupure de courant. Et si les systèmes d'ouverture automatique de magasins ne fonctionnent pas, il en sera certainement de même pour les portes d'immeubles magnétiques permettant à n'importe qui de s'introduire dans le bâtiment. Dès lors, avoir une porte d'entrée de son domicile, appartement comme maison, suffisamment sécurisée, à savoir résistante aux tentatives d'intrusion, est important. Tout comme le verrouillage de tous les points d'accès, c'est-à-dire au-delà des portes, de se protéger des infractions par les fenêtres, à des fenêtres elles-mêmes résistantes ou des volets compliquant l'intrusion. Bref, une coupure de courant, si elle peut avoir de nombreuses conséquences, n'est pas une fatalité. Un effondrement, quelle qu'en soit la durée, à voir comme une épreuve, mais une opportunité de voir à quel niveau vous êtes prêt et êtes en capacité de vous adapter et de ressentir la situation. Rien ne vous empêche de tester cette situation dans une coupure volontaire, comme certains youtubeurs l'ont montré il y a quelques années, où l'État mettait en garde sur la fragilité du système électrique français. De passer par des transformateurs passifs à des transformateurs intelligents qui fassent un effet de barrage en cas de surtension, des systèmes qui, dans tel cas, va mettre à profit cette surproduction vers des appareils qui vont la consommer pour éviter un effondrement du système qui, au-delà de l'effet local, peut avoir un effet de cascade sur un territoire très important, impliquant un temps plus long aussi à réalimenter le territoire. C'est aussi quelque chose qui est à réfléchir sur votre propre installation afin que lorsque vos batteries sont pleines et que les panneaux continuent à produire, à défaut de les couper, d'orienter la production, par exemple tel qu'un Arduino, de mettre en route un chauffe-eau, des séchoirs à fruits, légumes, plantes, un stérilisateur, etc. Il y a tellement de solutions qui sont possibles. Après, à vous de trouver celle qui vous conviendra le mieux pour consommer ce surplus d'électricité. Cette situation peut être aussi l'occasion de tisser ou renforcer des liens avec votre voisinage ou de révéler une nature défavorable, malheureusement, à l'entraide de certains. Et en tous les cas, une situation qui doit vous faire réfléchir et progresser, pas seulement de comment vous organisez à votre domicile, mais aussi comment vous allez faire si vous n'êtes pas chez vous, d'avoir sur vous un sac avec un minimum nécessaire quand vous allez au travail ou déplacer de façon générale, que vous soyez avec votre véhicule ou pas, afin de pouvoir boire, vous nourrir en cas d'urgence et en finalité du trajet potentiel jusqu'à votre domicile
pour pouvoir vous abriter, mais aussi vous protéger, que ce soit en cas de danger, vous soigner, en cas d'intempérie, de la nécessité de vous arrêter un temps, y compris pour passer une nuit, vous éclairer, vous orienter, etc. Une dernière question à vous poser, êtes-vous prêt? Et sinon, comment comptez-vous vous préparer, car cette situation peut vous arriver n'importe quand, et pour de multiples causes? C'est à vous de vous exprimer.